Dans la partie précédente du cours, on a vu comment utiliser des bornes théoriques pour vérifier les performances d'une application déployée sur une architecture parallèle. Et on a vu que cela pouvait nous aider à voir si finalement on avait fait un bon travail ou un mauvais travail lors de la parallélisation d'une application. Maintenant, on va voir concrètement comment est-ce que l'on va faire lorsqu'on a une application parallèle et qu'on veut la déployer sur sur une architecture parallèle. Et on va voir que c'est tout sauf simple. Alors pour faire ça, on va revenir au schéma de flux de développement que l'on avait vu lors du premier cours, dans lequel, on se rappelle, on avait en entrée un modèle au niveau d'abstraction de l'application et de l'architecture, un outil de Cross-Layer Design Space Exploration qui allait permettre, à partir de ces modèles en entrée, eh bien, de générer aussi bien le software que le hardware sur lequel il va tourner. Alors si on zoome un petit peu sur cet outil de Cross-Layer Design Space Exploration, qu'est-ce que c'est réellement? Eh bien, voilà un peu comment on pourrait le découper. On va avoir d'abord un certain nombre d'optimisations qui vont se faire sur les modèles d'entrée, séparément sur la partie software et la partie logicielle. On va chercher d'optimiser ces modèles. On va chercher à faire des optimisations sur ces modèles. Ensuite, on fera des optimisations conjointes où on va essayer bien de faire des choix d'optimisation éclairée de l'application en fonction de l'architecture et de l'architecture en fonction de l'application. Le résultat de ces optimisations, ça va être bien, de générer du code. De générer du code au sens où on va générer par exemple du code C pour la partie logicielle et du code VHDL pour la partie hardware, qui seront traités ensuite par nos compilateurs habituels ou nos synthétiseurs habituels pour générer le véritable système. Et donc c'est cette chaîne de caractères qui va être chargée de faire plein de choix qui vont permettre d'optimiser aussi bien le hardware que le software de l'application. Alors, dans ce cours-là, on va principalement s'intéresser aux aspects software. Pour les aspects hardware, je vous invite plutôt à consulter votre cours de High Level Synthesis. Alors, quelles sont ces fameuses tâches, quels sont ces fameux choix qu'on va devoir effectuer quand on veut déployer notre application sur une architecture parallèle? Eh bien, tout d'abord, il va y avoir le management des tâches. On va y revenir dans quelques instants, mais en gros, cela consiste à savoir quel cœur va exécuter quel code et dans quel ordre, et à quel moment. Ensuite, on va avoir les communications à gérer. Donc, on va voir, est-ce qu'on va faire des copies gérées par les processeurs, ou est-ce qu'on va utiliser des DMA, et encore une fois, dans quel ordre on va faire tout ça. Enfin, il va y avoir les synchronisations. Qui fait quoi? À quel moment est-ce qu'on a besoin de faire en sorte que le cœur 1 et le cœur 2, par exemple, s'attendent mutuellement pour continuer les calculs? Est-ce que c'est nécessaire? Et s'il y a besoin d'une telle synchronisation, par quel mécanisme est-ce que l'on va essayer de l'implémenter? Est-ce que l'on va faire du polling, c'est-à-dire qu'un cœur va constamment demander à un autre cœur « Eh, dis donc, t'es prêt? Eh, dis donc, t'es prêt? Eh, dis donc, t'es prêt ?» jusqu'à ce qu'il lui réponde oui. Ou est-ce qu'on va faire un système d'interruption? Il va également y avoir tout un tas de décisions à prendre du point de vue de la mémoire. On a vu dans le cours précédent que la mémoire, c'est quelque chose d'assez complexe à gérer. Eh bien, il va y avoir des choix à faire, dont où est-ce qu'on va allouer les données, mais surtout, quand est-ce qu'on va allouer les données? Est-ce qu'on va faire ça statiquement à la compilation, si c'est possible, ou est-ce qu'on va faire ça dynamiquement à l'exécution de l'application? Tous ces choix-là sont des choix qui sont en partie faits par les outils de Design Space Exploration, pour essayer de faire les choix qui amèneront les meilleures caractéristiques pour l'application que l'on cherche à développer. Et on va commencer par rentrer un petit peu plus dans les détails sur les problématiques de mapping et de scheduling. Le mapping et le scheduling, qu'est-ce que c'est? Le mapping et le scheduling, c'est quand on va chercher à choisir quelle ressource de calcul, quel processing element, va exécuter quel code. Si on représente notre application par un ensemble de tâches, où là j'ai des tâches qui sont complètement décorrélées les unes des autres, il n'y a pas d'ordre d'exécution de ces tâches, eh bien je vais avoir trois opérations à faire quand je vais vouloir les déployer sur mon architecture, que vont être le mapping, l'assignment, l'ordering, qu'on va appeler scheduling, et le timing. Alors de quoi s'agit-il? La première étape, c'est le mapping. Le mapping, cela revient à dire pour chacune de ces tâches, eh bien, sur quel cœur cette tâche va être exécutée. Donc là, par exemple, je viens d'effectuer un mapping de mes tâches, et je viens de dire que les tâches 1 et 4 étaient exécutées sur le cœur 1, et que les tâches 3 et 7 étaient exécutées sur le processing element 1. D'accord? Donc là, j'ai mappé, j'ai uniquement dit quel cœur exécutera quelle tâche. Ensuite, je vais avoir le scheduling. Le scheduling, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça permet de définir dans quel ordre vont être exécutées les tâches sur chacun des cœurs sur lesquels elles sont mappées. Donc là, typiquement, quand je fais mon scheduling, eh bien, je donne une information supplémentaire qui est que sur le cœur 1, par exemple, je vais d'abord exécuter la tâche 1, puis la tâche 4. Sur le processing element 1, je vais exécuter d'abord la tâche 7, puis la tâche 3.
Donc là, j'ai ordonnancé, j'ai ordonné l'exécution de mes différentes tâches sur mes différents processing elements. Enfin, il y a le timing. Lorsque j'ai donné l'ordre d'exécution, je n'ai pas dit à quel moment les tâches allaient commencer, ni combien de temps elles allaient mettre à s'exécuter. Ça, c'est ce qui va être fait lorsqu'on va faire le timing de notre application, et c'est là que je vais déterminer le temps de début et le temps de fin de chacune de mes tâches. Par exemple, sur le cœur 1, pardon, je vais commencer la tâche 1 au temps 0, et la terminer au temps 4, et commencer la tâche 4 au temps 6, et la terminer au temps 7, etc. sur les autres cœurs. Ces trois tâches-là, ces trois opérations, eh bien, elles sont primordiales à faire puisque, en fonction des choix que l'on va faire, eh bien, on va avoir des performances plus ou moins bonnes en fonction de la répartition des calculs que l'on a effectués sur les différents cœurs. Et on va voir pourquoi tout de suite. Alors, pourquoi ce sont des opérations importantes? Eh bien, je vais vous donner un exemple d'un problème similaire pour vous montrer pourquoi c'est très compliqué de choisir qui va faire quoi dans une architecture. Pourquoi est-ce que décider comme ça du mapping et du scheduling et du timing d'une application, pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est non trivial? Pour faire ça, on va s'intéresser à un problème de recherche opérationnelle, qui est un problème un peu fictif. La recherche opérationnelle, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un pan de la recherche académique qui s'intéresse à l'organisation des choses. Donc quand on dit l'organisation des choses, ça va être comment organiser une entreprise, comment organiser un flux de production dans une usine, comment organiser un projet avec un Gantt chart, donc de manière générale, comment prendre des décisions. On va poser un problème qui ressemble fortement au problème du mapping scheduling. Dans ce problème-là, on va voir que on a un problème qui est NP complet. D'accord? Un problème NP complet, donc comme le problème du mapping scheduling, eh bien c'est un problème pour lequel on peut vérifier la validité d'une solution facilement, c'est-à-dire que quand j'ai un mapping et scheduling d'une application, je vais pouvoir très facilement vérifier si ce mapping et scheduling est correct. Je vais pouvoir vérifier très facilement qu'il n'y a pas deux tâches qui s'exécutent en même temps sur un cœur, par exemple. Ça, je vais pouvoir le faire en temps polynomial. C'est-à-dire que le temps nécessaire en fonction du nombre de tâches et du nombre de cœurs de mon architecture va pouvoir s'exprimer via un polynôme. Le problème, c'est que pour trouver la solution optimale à ce problème, eh bien, il n'existe pas d'algorithme qui peut s'exécuter en temps polynomial. Ce que ça veut dire, c'est que si je devais exprimer le temps nécessaire à l'exécution d'un algorithme qui va chercher la solution optimale à mon problème de mapping et scheduling, eh bien, ce temps de recherche, eh bien, il grandirait de manière exponentielle avec le nombre de cœurs et le nombre de tâches à déployer sur mon architecture, ou avec le nombre d'acteurs si on parle en langage Dataflow. Petit exemple. Voici un exemple de la recherche opérationnelle qui est équivalent en complexité au problème de mapping scheduling. Dans ce problème, on a un certain nombre de facilities qui sont représentées par un graphe, et donc on a n facilities. Pour chaque paire de facilities, on a des flows de communication. Donc par exemple, on a un flow de communication entre la facilities 1 et la facilities 2, avec un coût de communication de 5. C'est un problème théorique. Ensuite, on a ce qu'on va appeler des locations. Si on veut faire le parallèle avec les graphes Dataflow, les facilities, ce seraient mes acteurs et mon graphe Dataflow, et les locations, ce serait mon graphe d'architecture. Sur mes locations, c'est pareil, pour chaque paire de locations dans mon graphe, je vais avoir un coût qui va être donné sur le lien qui relie ces locations. Par exemple, entre la location L1 et L4 de mon graphe, eh bien j'ai un coût de 5. L'objectif de ce problème-là est de trouver un mapping des facilities sur les locations, de telle manière à ce que chaque facilities soit sur exactement une location et à ce que chaque location reçoive exactement une facilities. D'accord? Mon objectif est de minimiser le coût de ce mapping, en sachant que le coût va être calculé, et bien tout simplement en multipliant les coûts des communications entre les facilities par le coût des chemins qu'elles devront emprunter vis-à-vis des locations. Par exemple, si je mappe F1 sur L1 et F2 sur L4, le coût de communication entre F1 et F2 est de 5, multiplié par le coût de communication entre L1 et L4 qui est également de 5, ça me donne un coût de ce mapping de 25.
Si je continue à mapper les autres facilities sur les autres locations, je vais pouvoir calculer la somme de tous les coûts, et c'est ça que je vais chercher à minimiser. D'accord? Eh bien, ce problème est un problème qui est NP complet. C'est-à-dire que si je cherche la solution optimale à ce problème, la solution qui va minimiser le coût, eh bien il n'existe pas d'algorithme qui va pouvoir être capable de me donner la solution et qui ne soit pas un algorithme avec une complexité exponentielle. Ce problème est beaucoup plus simple que le problème de mapping et scheduling d'un graph Dataflow sur une architecture parallèle. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans un graph Dataflow, eh bien, on va avoir un nombre d'acteurs qui pourrait s'apparenter aux facilities, qui va être en général bien supérieur à celui des locations. Ce qui veut dire que eh bien, je vais avoir plusieurs acteurs à mettre sur chaque location. Donc on va compliquer le problème. Ensuite, je vais avoir des hétérogénéités. Non seulement les acteurs vont communiquer entre eux, mais en plus chaque acteur aura un temps d'exécution qui pourra être différent en fonction de la localisation sur laquelle je l'aurai mappé. Le cœur, sur lequel je l'aurai mappé. Donc, je vais avoir non seulement des coûts de communication optimisés, mais aussi des coûts de calcul. Donc je vais encore rajouter une complexité supplémentaire à mon problème. Et en plus de tout cela, là je n'ai finalement parlé que des coûts de communication comme si c'était le temps de communication et du temps de calcul, mais en réalité il y a plein d'autres choses à optimiser. En plus des temps de communication, je vais peut-être vouloir optimiser le débit de mon application, sa consommation mémoire et sa consommation énergétique. Tout cela va encore une fois compliquer largement le problème, un problème qui était déjà NP complet, et qui sera encore plus complexe à résoudre, et donc il est impossible de trouver une solution optimale à ce problème. Puisqu'on ne peut pas trouver une solution optimale, comment va-t-on faire? Eh bien, on va avoir recours à des solutions sous-optimales les meilleures possibles. Ces solutions sous-optimales les meilleures possibles, on va les obtenir avec une certaine famille d'algorithmes qui s'appellent des heuristiques. D'accord? Des heuristiques, ce sont des algorithmes dont l'objectif est de trouver une solution sous-optimale à un problème, mais cette solution, certes, elle est sous-optimale, mais elle est trouvée dans un temps polynomial. Donc on n'a pas besoin d'attendre un temps exponentiel pour trouver cette solution. Juste en deux mots, un temps exponentiel, ça veut dire que quand votre problème grandit, eh bien le temps va grandir de manière exponentielle. Donc par exemple, si vous avez 5 acteurs sur 5 cœurs, ça va peut-être vous prendre 10 secondes pour trouver la solution optimale. Si vous avez 6 acteurs sur 5 cœurs, ça va peut-être vous prendre 100 secondes. Si vous avez 7 acteurs sur le même nombre de cœurs, ça va peut-être vous prendre 10 minutes, etc., etc. Donc ça augmente de manière exponentielle avec la complexité du problème. L'heuristique, elle va augmenter de manière polynomiale, donc de manière beaucoup plus modérée quand le problème va se complexifier. L'inconvénient, c'est que la solution donnée par cette heuristique, eh bien, elle va être sous-optimale, c'est-à-dire qu'on n'a absolument aucune garantie sur la qualité de cette solution, et en particulier, on ne pourra jamais être certain que c'est la meilleure solution possible. Alors, des algorithmes heuristiques, il y en a plein, on va en voir quelques-uns, et on va surtout voir une classification pour ces algorithmes. Ces classifications, elle est basée encore une fois, comme dans le cours précédent, sur deux critères. On va avoir des algorithmes itératifs et des algorithmes constructifs, et on va avoir des algorithmes problèmes spécifiques et des algorithmes génériques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un algorithme constructif, c'est un algorithme qui va construire une solution et s'arrêter immédiatement. Et ça va être la solution définitive de cet algorithme. Un algorithme itératif, c'est un algorithme qui va construire une première solution, puis tenter de l'améliorer, puis de l'améliorer encore, de manière itérative, comme ça on va tenter d'améliorer la solution pendant 10, 100, 150 itérations, jusqu'à un moment on va décider de s'arrêter, et la meilleure solution obtenue pendant toutes ces itérations sera considérée comme la solution de l'algorithme. Donc ça c'est la différence entre constructif et itératif. La différence entre problème spécifique et générique, eh bien c'est assez simple finalement. Un algorithme problème spécifique, c'est un algorithme qui a vraiment été designé pour un but unique. Donc par exemple, pour faire le mapping scheduling d'acteurs Dataflow sur une architecture multicœur. Un algorithme générique, c'est plutôt des guidelines, c'est-à-dire une espèce de canevas sur lequel on va pouvoir construire des algorithmes qui vont s'adapter à plein de problématiques différentes. Et donc non spécifique à un problème. On va donc avoir des grandes lignes de conduite que l'on va appliquer à notre problème spécifique. Et donc ça, ce sont les algorithmes génériques. J'ai présenté quelques noms d'algorithmes sur la slide, dans chacune des différentes cases. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller chercher chacun de ces termes sur Internet, vous trouverez plein de documentation.
Intéressons-nous à un exemple d'algorithme constructif, problème spécifique, qui va nous permettre eh bien, de déployer une application Dataflow, dont le graphe est le même que celui qu'on a présenté un peu plus tôt, sur une architecture parallèle. Cet algorithme s'appelle le List Scheduling Algorithm. Son fonctionnement est très simple. La première étape de cet algorithme, c'est de créer une liste de tous les acteurs du graphe que l'on va devoir mapper et scheduler. Pour créer cette liste, il va falloir respecter quelques règles. La première, c'est qu'il va falloir respecter l'ordre topologique du graphe. L'ordre topologique d'un graphe, eh bien, c'est tout simplement le fait que dans la liste que je vais construire, l'acteur A, par exemple, sera forcément avant l'acteur C, puisque si je regarde mon graphe, j'ai une dépendance de données qui va de l'acteur A vers l'acteur C. De même, l'acteur E sera forcément après l'acteur A, puisque si je regarde, il existe un chemin de données qui va de A vers E, en passant soit par l'acteur C, soit par l'acteur B. Donc, la liste que je vais construire va obligatoirement devoir respecter cet ordre topologique. Il existe, avec ce seul critère-là, plusieurs listes possibles. J'en ai présenté 2 à l'écran, et donc je vais avoir un critère d'ordonnancement secondaire dans ma liste qui va me permettre eh bien, d'obtenir une liste ordonnée. Le critère secondaire, j'en ai plusieurs à ma disposition. Là, je vous ai présenté 2 exemples sur la slide. Le premier exemple, eh bien, je vous ai montré le longest execution time. Ce que ça veut dire, c'est que dans ma liste, en plus de respecter l'ordre topologique, je vais chercher à mettre en priorité dans ma liste les acteurs avec le temps d'exécution le plus long. Donc, je commence par l'acteur A. Une fois que l'acteur A est dans ma liste, j'ai le choix entre l'acteur B, C ou D. Je vais regarder leur temps d'exécution, qui sont respectivement 4, 6 et 3 millisecondes, donc je vais prendre le plus grand, et je vais mettre l'acteur C dans ma liste juste après. Ensuite, je vais avoir le choix entre l'acteur B, l'acteur D, et pas encore l'acteur E, puisque je n'ai pas encore mis l'acteur B dans ma liste. Et donc, de la même manière, eh bien, le temps d'exécution le plus long, ça va être l'acteur B. Maintenant, j'ai le choix entre l'acteur E et l'acteur D. Je vais pouvoir, là, les 2 temps d'exécution sont égaux, donc je vais pouvoir choisir l'un ou l'autre. Je vous ai mis un deuxième exemple de liste qui est lui basé sur un autre critère, qui est le longest critical path. Donc là, l'idée, c'est qu'à chaque fois, je vais regarder parmi tous les acteurs que je peux mettre dans ma liste, lequel a le critical path le plus long jusqu'à la fin du graphe. Donc je vais d'abord mettre l'acteur A dans ma liste, toujours, puisque lui, je n'ai pas le choix, par l'ordre topologique, c'est forcément le premier. Ensuite, j'ai le choix entre l'acteur B, C et D. Et bien, si je regarde le critical path pour chacun de ces acteurs, pour l'acteur B, ça va être B, E, G, donc 4 et 3, 7 et 1, 8. Pour l'acteur C, ça va être 6 et 3, 9 et 1, 10. Et pour l'acteur D, ça va être 3 et 5, 8 et 1, 9. Donc, l'acteur qui a le critical path le plus fort, ça va être C, et donc c'est lui que je mets dans la suite dans ma liste, etc., etc. Une fois que j'ai construit cette liste, eh bien je vais utiliser cette liste pour faire le mapping scheduling. Et là, c'est très très simple. Le seul critère à prendre en compte, c'est que je vais prendre les acteurs dans ma liste un à un, les uns après les autres, et je vais les mapper et les scheduler sur le premier processing element qui est disponible. Donc on va faire un exemple. Avec la liste qui se trouve à gauche, je commence par l'acteur A, le premier cœur disponible, c'est le cœur 1, je mets donc l'acteur A sur le cœur 1. Je passe à mon deuxième acteur, l'acteur C. L'acteur C doit obligatoirement s'exécuter après l'acteur A, puisqu'il y a une dépendance de données entre eux. Si je regarde le premier cœur disponible après A, eh bien c'est à nouveau le cœur 1, donc je peux le mettre tout de suite après. Je continue, l'acteur D, lui, eh bien il peut s'exécuter après l'acteur A et en parallèle de l'acteur C. Je regarde donc après l'acteur A le premier cœur disponible, eh bien, temporellement, c'est le cœur 2 qui est disponible immédiatement après l'exécution de A. Je vais donc placer l'acteur D sur le cœur numéro 2. Etc. L'acteur B va se retrouver placé sur le cœur 2, l'acteur F va se retrouver placé sur le cœur 1, etc. L'acteur E sur le cœur 2 et l'acteur G sur le cœur 1, ce qui me donne un temps d'exécution total de mon graphe de 13 millisecondes sur 2 cœurs. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir que avec une autre liste, typiquement si j'avais pris l'autre liste qu'on a construite sur la slide précédente avec le longest execution time comme critère secondaire d'ordonnancement, eh bien j'aurais obtenu un mapping scheduling différent, dans lequel cette fois-ci j'aurais pris 14 millisecondes pour exécuter mon graphe. Alors, le problème là qu'on vient de voir, l'algorithme de mapping scheduling était un algorithme simple pour des architectures homogènes, puisque je n'avais qu'un temps d'exécution fixe par acteur, ce qui sous-entendait que le temps d'exécution d'un acteur sur chacun des cœurs de l'architecture va être le même.
Que se passe-t-il si on a des architectures hétérogènes? C'est-à-dire si on a des cœurs de différentes natures dans mon architecture qui vont être capables d'exécuter plus ou moins vite chaque acteur. Alors on va prendre un exemple. Je vais avoir un graphe dans lequel pour chaque acteur, je vais avoir plusieurs temps d'exécution, un temps pour un cœur de type CPU, un temps pour un cœur de type Digital Signal Processor, et un temps pour un accélérateur, que je n'aurai pas systématiquement. Voilà un nouveau graphe Dataflow que je vais vouloir déployer. Et la question, c'est comment est-ce que je vais pouvoir utiliser un algorithme de list scheduling pour ce type d'application parallèle? Alors, de la même manière que tout à l'heure, on va avoir les deux étapes. La première étape qui va être celle de création de la liste. Cette fois-ci, on va encore une fois utiliser l'ordre topologique et un critère d'ordonnancement secondaire. Là, je vous ai présenté un premier exemple dans lequel j'ai utilisé le Longest Shortest Execution Time Order. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois, quand j'ai le choix entre plusieurs acteurs, je vais regarder l'ensemble de leur temps d'exécution. Pour chaque acteur, je vais regarder quel est son temps d'exécution le plus court. Donc par exemple, pour l'acteur B, j'ai le choix entre 4 millisecondes et 8 millisecondes, donc son temps d'exécution le plus court, ça va être 4 millisecondes. Et entre tous ces temps d'exécution les plus courts de chaque acteur, je vais choisir le plus long. Donc, si on donne la construction de la liste, je commence donc par A dans l'ordre topologique, j'ai le choix ensuite entre B et C. Le temps d'exécution le plus court de B, c'est 4 millisecondes, le temps d'exécution de C, le plus court, c'est 2 millisecondes. Je vais donc choisir le plus long de ces deux temps-là, c'est celui de B, et donc c'est lui qui se trouve ensuite dans ma liste. Une fois que ça c'est fait, eh bien je vais parcourir ma liste, comme tout à l'heure, pour mapper et scheduler mes acteurs sur mes cœurs. Et là, je vais utiliser un critère nouveau par rapport à tout à l'heure, qui est que je vais choisir, pour exécuter un acteur, le cœur qui sera capable de terminer l'exécution de cet acteur le plus tôt possible. Alors, on va donner un exemple. Je commence, je dois mapper l'acteur A. L'acteur A, j'ai le choix entre le mapper sur le CPU ou le DSP. Il prend 2 millisecondes d'exécution sur le CPU, 3 millisecondes sur le DSP, donc le cœur qui peut terminer son exécution le plus tôt, c'est le CPU. Je continue. L'acteur B, j'ai le choix entre le mapper sur le CPU et le DSP. Encore une fois, son temps d'exécution le plus court est sur le CPU est disponible, donc je vais le mettre dessus. Je continue avec l'acteur C. L'acteur C, pareil, je n'ai pas tellement de questions à me poser. Le DSP est disponible, il prend moins de temps à s'exécuter sur le DSP, donc je vais le mettre dessus. Là où ça devient intéressant, c'est pour l'acteur suivant, l'acteur E. L'acteur E, il a un temps d'exécution sur le CPU de 3 millisecondes et de 4 millisecondes sur le DSP. Donc, on pourrait être tenté de le mettre sur le CPU. Le problème, c'est que si on regarde la disponibilité du CPU, il est disponible après l'exécution de l'acteur B, pas avant, et le DSP, lui, est disponible un peu plus tôt, 2 millisecondes plus tôt. Ce qui veut dire que, certes, en mettant mon acteur E sur le DSP, je vais prendre plus de temps, je vais prendre 4 millisecondes au lieu de 3, mais comme le DSP est disponible 2 millisecondes plus tôt que le CPU, eh bien le DSP sera en mesure de terminer l'exécution de mon acteur E plus tôt que si j'avais décidé de le mapper sur le CPU. Il va le terminer, le calcul, 1 milliseconde plus tôt. Et donc, je vais faire le choix de mapper mon acteur E sur le DSP, malgré le fait que ce ne soit pas le cœur le plus efficace pour exécuter ce cœur. Je termine mon mapping scheduling. L'acteur D va de la même manière se placer sur le CPU, parce que c'est le cœur, même sans être le plus optimal, qui va être capable de terminer le calcul le plus vite possible. Et F, lui, se placera sur l'accélérateur. Je vais obtenir un temps d'exécution de 8 millisecondes. L'ordre de scheduling est très important. Là, encore une fois, je vais vous présenter une liste qui a été ordonnée dans un autre ordre, qui est un ordre topologique tout à fait valide. Et si je fais le mapping scheduling avec le list scheduling de cette liste-là sur mon architecture, eh bien, je vais obtenir le mapping scheduling que je suis en train de représenter, qui prend 9 millisecondes, donc il prend plus de temps que le précédent. Ce qui est très important à savoir, c'est qu'il existe toujours un ordre optimal de la liste. C'est-à-dire que si j'avais la possibilité de tester tous les ordres de liste possibles, tous les ordres topologiques de liste valides, eh bien parmi eux, il y en aurait un qui me donnerait la solution optimale, c'est-à-dire qui me minimiserait le temps d'exécution de mon application. Bien évidemment, chercher à vérifier le temps pour toutes les listes possibles et imaginables, eh bien ça c'est quelque chose qui serait exponentiel en complexité et qui donc n'est pas faisable.
Donc ça, c'était un exemple de list scheduling, qui est un exemple d'algorithme constructif, c'est-à-dire que on va prendre le graphe et on va construire une solution, et l'algorithme va s'arrêter là. On va voir maintenant un autre algorithme de mapping scheduling, qui est un algorithme itératif, et cet algorithme, ça s'appelle l'algorithme FAST. Alors cet algorithme, comment il fonctionne? Eh bien, il commence par, première étape, créer une solution initiale avec du list scheduling. Donc il va utiliser du list scheduling sans vraiment s'embêter, il va prendre l'ordre topologique assez naïf, et ensuite, de manière itérative, il va faire trois choses. D'abord, il va, eh bien, mesurer le temps d'exécution de cette solution de list scheduling. Ensuite, il va prendre de manière aléatoire un acteur dans le critical path et il va changer son mapping. Puis il va recommencer à scheduler l'application. Si on représente ça graphiquement, on peut présenter le résultat qu'on aurait obtenu avec une première version du mapping avec un list scheduling, et itérativement, on va sélectionner un acteur dans mon graphe, le faire changer de cœur. Donc là, par exemple, j'ai pris l'acteur E et je l'ai fait passer du CPU vers le DSP. Puis je vais refaire ça une deuxième fois, et je vais faire passer cette fois-ci l'acteur D du DSP vers le CPU. Et de cette manière, itérativement, je vais tester différentes configurations et les évaluer pour voir les performances qu'elles me donnent. De manière itérative, je vais observer plein de solutions, et à la fin, je vais garder la meilleure des solutions parmi elles. Ici, c'est la dernière, la troisième solution qui me donne 8 millisecondes. Et donc, de cette manière-là, je vais construire une solution initiale qui est plutôt mauvaise, et de manière itérative, chercher à l'améliorer. Il existe d'autres algorithmes itératifs. Là, je vais vous présenter un algorithme générique, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit il y a quelques slides, un algorithme qui peut s'appliquer à plein de domaines, à plein de problèmes différents. Et là, je vous présente en 2 mots son application au mapping scheduling. Il s'agit de l'algorithme génétique. Alors, l'algorithme génétique, comment il fonctionne? Eh bien, on commence par se créer un ensemble de solutions avec du list scheduling. Donc, on va se créer plein de listes, une centaine de listes par exemple, et chaque liste, si je fais son mapping scheduling, je vais obtenir un temps d'exécution. Ensuite, parmi ces 100 listes, eh bien, de manière itérative, je vais identifier les 20% meilleures que je vais préserver, et les 80% de moins bonnes que je vais mettre à la poubelle. En utilisant des opérateurs génétiques, je vais créer des nouvelles solutions. C'est-à-dire qu'à partir des 20 listes que j'ai préservées, je vais essayer de construire des nouvelles listes. Par exemple, en faisant des mutations. Une mutation, ça va être, je prends une des 20 listes que j'ai gardées, et je vais changer l'ordre d'acteurs dans cette liste-là pour créer une nouvelle solution. Je vais pouvoir faire des crossovers. Le crossover, c'est inspiré de la génétique. Eh bien, je vais prendre 2 listes, et je vais créer 2 nouvelles listes à partir d'elles, en prenant le début de la première liste et le début de la deuxième, ou en prenant le début de la deuxième liste et la fin de la première. D'accord? Et comme ça, je vais pouvoir créer des nouvelles listes. Une fois que ça c'est fait, et que donc à partir de mes 20 listes, j'ai recréé 80 listes supplémentaires, eh bien je vais à nouveau évaluer l'ensemble de mes 100 listes, puis je vais à nouveau garder les 20 meilleures, supprimer les 80 plus mauvaises, et en régénérer 80 nouvelles à partir des listes préservées. Et de cette manière-là, génération après génération, je vais espérer obtenir des solutions de meilleur en meilleur pendant n générations, et une fois que je suis satisfait du nombre de générations effectuées, eh bien je vais m'arrêter et conserver le meilleur résultat. Alors, pour l'instant, ce que je vous ai présenté, c'était encore un problème assez simple, même s'il était déjà assez complexe, c'était un problème assez simple dans le sens où je ne m'intéressais qu'au temps d'exécution. En réalité, il n'y a pas que le temps d'exécution qui nous intéresse, il peut aussi y avoir d'autres choses, comme par exemple la puissance, l'énergie consommée par chaque acteur. Et là, je vais vous présenter le même graphe d'application, dans lequel cette fois-ci, il y a une deuxième fois le même graphe côte à côte, où pour chaque acteur, j'ai présenté l'énergie qui sera consommée en exécutant un acteur sur un cœur donné. Donc là, je garde la solution que j'avais trouvée tout à l'heure, qui était optimale du point de vue temps d'exécution, puisqu'elle me donnait 8 millisecondes, et si je fais la somme de l'énergie consommée par cette solution, par ce mapping scheduling, je vais obtenir 11,1 joules. Si maintenant je fais un autre mapping scheduling, qui du point de vue du temps d'exécution n'est pas du tout correct, n'est pas du tout intéressant, puisqu'il va me prendre 10 millisecondes, d'un point de vue énergétique, cette solution est par contre très intéressante puisqu'elle consomme 9,1 joules. J'ai donc économisé 2 joules par rapport à la première solution. Et là, on voit que le problème se complique puisque
qu'est-ce que ça veut dire finalement que de trouver une solution optimale dans ce cas-là? Eh bien, je n'en sais rien. Puisque à gauche, j'ai une solution optimale du point de vue latence, à droite, j'ai une solution optimale du point de vue énergétique. Et comme dans un système, en général, on va avoir besoin d'avoir une bonne latence et une bonne énergie, eh bien, une solution optimale, en fait, ça ne veut rien dire. La solution optimale, c'est celle qui sera satisfaisante aussi bien du point de vue latence que du point de vue énergétique, et qui donc n'aura potentiellement ni la meilleure latence ni la meilleure énergie, mais se trouvera quelque part au milieu. Donc voilà un petit peu pour parler des algorithmes de mapping scheduling. Alors quand on parle du mapping scheduling, il y a une notion importante en plus à connaître, c'est la notion de load balancing. Le load balancing, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand on va chercher à répartir équitablement la charge de travail sur différents cœurs. Alors voilà une petite illustration pour aider un peu à comprendre de quoi il s'agit. Ici, je reprends la solution que j'ai présentée dans la dernière slide, dans laquelle j'ai représenté pour chaque cœur la quantité d'énergie qui a été dissipée sur ce cœur-là. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à chaque fois qu'un cœur fait des calculs, il va chauffer, il va consommer de l'énergie, et cette énergie, elle va être dissipée sous forme de chaleur. Donc là, par exemple, le CPU va dissiper 8 joules et le DSP 3 joules. Si je regarde ma deuxième solution, eh bien, on va voir que là, j'ai une dissipation de chaleur qui va être beaucoup plus équitable entre les différents cœurs. Je ne parle pas de l'accélérateur, je ne parle que du CPU et du DSP. Ce genre de choses est important à regarder aussi. Et l'exemple le plus intéressant serait sur une architecture homogène dans laquelle tous les cœurs sont identiques. Imaginons que vous avez une architecture avec 4 cœurs, mais vous n'avez suffisamment de calculs en parallèle que pour 2 cœurs. D'accord? Eh bien là, il va être très important de faire attention de donner quand même du travail aux 4 cœurs. Pourquoi? Eh bien, c'est un peu comme si je prends un groupe de 4 étudiants, et je donne du travail uniquement pour 2 étudiants, et ce sont toujours les 2 mêmes qui travaillent. En imaginant que vous êtes payé, ce qui est le cas pour les étudiants de CDTI, malheureusement pas encore pour ceux de 2i, eh bien, si je donne toujours du travail aux 2 mêmes étudiants, ces 2 étudiants vont se fatiguer, ils vont probablement même, à cause de la fatigue, être de moins en moins efficaces, alors que pendant ce temps-là, leurs camarades seront payés à ne rien faire. Et donc, si je veux être un peu plus intelligent, il sera beaucoup plus intéressant de répartir équitablement les tâches, et de faire travailler tout le monde à mi-temps. De cette manière-là, personne ne va se fatiguer trop fortement, et je ne dépenserai pas de l'argent pour 2 étudiants qui ne feraient rien du tout. Eh bien, c'est exactement pareil dans les architectures. Quand vous avez plusieurs cœurs identiques, il va toujours être intéressant d'essayer de répartir équitablement la charge de travail. Sinon, certains cœurs vont commencer à dépenser trop d'énergie, vont surchauffer. Quand un cœur chauffe trop, il va y avoir un mécanisme de protection qui va se déclencher, qui va faire qu'automatiquement, le cœur va sauter des cycles pour se refroidir. Et donc, il va être de moins en moins efficace quand il surchauffe. Alors qu'en côté, vous aurez un autre cœur qui, lui, ne fait rien, et donc vous allez lui donner de l'énergie pour ne rien faire. Et donc dans une architecture parallèle homogène, il va être hyper important d'essayer de répartir la charge de calcul sur les différents cœurs pour éviter de faire surchauffer certains cœurs, et pour éviter de payer, c'est-à-dire de dépenser de l'énergie pour d'autres cœurs qui ne font rien. Pour terminer cette section, je vais vous parler brièvement de la memory allocation. Pour l'instant, on s'est intéressé à la problématique de mapping scheduling, donc comment répartir les calculs sur les différentes ressources disponibles, mais en réalité, on retrouve des problématiques tout aussi complexes, NP complète également, lorsque l'on cherche à allouer de la mémoire. Pour vous donner l'intuition derrière ça, je vous présente une représentation schématisée de ce qui se passe dans l'outil Prism que vous utiliserez en TP lorsque l'on cherche à allouer la mémoire d'un graph Dataflow. Comment ça va se passer? On part en haut de la slide d'un graph Dataflow pour lequel on a donc une série d'acteurs avec des productions-consommations. À l'intérieur de l'outil Prism, pour faire l'allocation mémoire, la première chose que l'on doit faire, c'est que l'on doit faire une transformation sur ce graphe. Cette transformation, elle va permettre de révéler le parallélisme de données. Référez-vous au cours numéro 2 si vous ne vous rappelez plus ce dont il s'agit. Donc, via une transformation de graphe, eh bien, dès qu'un acteur peut être exécuté plusieurs fois en parallèle grâce au parallélisme de données, eh bien, je vais créer un nouveau graphe dans lequel ce parallélisme apparaît. Donc c'est le graphe là qui est affiché en dessous. Sur ce graphe-là, il y a une propriété qui est très intéressante, qui est que chaque FIFO a un taux de production et de consommation qui sont égales. Ce que ça veut dire, c'est que
Ce FIFO, par exemple, qui se trouve entre l'acteur read et l'acteur split, eh bien, elle a une taille de 720, ce qui veut dire que l'acteur read produira 720 données sur cette FIFO, et l'acteur split consommera exactement le même nombre de données, 720 sur cette FIFO. Dans ce graphe-là, j'ai nommé chacune des FIFO avec une lettre de A à I. Ensuite, je vais modéliser le problème d'allocation mémoire. Le problème d'allocation mémoire, je vais le modéliser via un graphe qu'on appelle un Memory Exclusion Graph. Très brièvement, dans ce graphe, chaque nœud représente un buffer que je vais vouloir allouer en mémoire, qui correspond à une FIFO du graphe juste au-dessus, et chaque ligne va représenter l'impossibilité pour deux buffers d'être alloués dans des adresses mémoire qui se superposent. Ensuite, ce graphe, je vais le mettre à jour avec des informations de mapping scheduling, qui vont me permettre d'enlever des exclusions entre différents buffers. Et enfin, une fois que tout cela c'est fait, eh bien, je vais pouvoir utiliser ce graphe pour faire mon allocation mémoire, et donc pour associer à chaque buffer de ce Memory Exclusion Graph un range d'adresses dans la mémoire de mon ordinateur, et qui va me permettre d'obtenir une empreinte mémoire. Donc voilà différentes étapes qu'il faut exécuter pour être capable d'allouer la mémoire correspondant à un graph dataflow en mémoire. Ce système-là, c'est une heuristique en réalité, ça ne nous donne pas la solution optimale au problème. Encore une fois, dans ce problème d'allocation mémoire, dont j'ai essayé de vous donner l'intuition de la complexité, eh bien si on avait voulu trouver la solution optimale, il aurait fallu utiliser un algorithme beaucoup plus complexe, avec une complexité exponentielle, alors que celui qui est proposé ici, et qui est donné intuitivement, eh bien a une complexité polynomiale. Donc ça conclut un peu la partie mapping and scheduling et allocation de ressources. Ce qui est intéressant à retenir dans cette partie-là, c'est véritablement que c'est complexe, et que choisir qui va faire quoi, où on va placer les calculs, où on va allouer la mémoire, où est-ce qu'on va mettre les communications et dans quel ordre, ce sont des problèmes qui sont tout sauf triviaux, et pour les résoudre de manière efficace, on n'a malheureusement pas de solution optimale, on est obligé de faire avec des algorithmes heuristiques qui vont trouver une solution assez bonne, tout en ne sachant pertinemment qu'on n'aura aucune garantie que cette solution soit véritablement la meilleure. Dans la suite du cours, nous parlerons un petit peu des aspects runtime support que je définirai à ce moment-là.